Debord, la société du spectacle. Hormis un héritage encore important, mais destiné à se réduire toujours, de livres et de bâtiments anciens, qui du reste sont de plus en plus souvent sélectionnés et mis en perspective selon les convenances du spectacle, il n'existe plus rien, dans la culture et dans la nature, qui n'ait été transformé et pollué selon les moyens et les intérêts de l'industrie moderne. La génétique même est devenue pleinement accessible aux forces dominantes de la société. Le gouvernement du spectacle, qui à présent détient tous les moyens de falsifier l'ensemble de la production aussi bien que de la perception, est maître absolu des souvenirs, comme il est maître incontrôlé des objets qui façonnent le plus lointain avenir. Il règne seul partout. Il exécute ses jugements sommaires. C'est dans de telles conditions que l'on peut voir se déchaîner soudainement, avec une allégresse carnavalesque, une fin parodique de la division du travail, d'autant mieux venue qu'elle coïncide avec le mouvement général de disparition de toute vraie compétence. Un financier va chanter, un avocat va se faire indicateur de police, un boulanger va exposer ses préférences littéraires, un acteur va gouverner, un cuisinier va philosopher sur les moments de cuisson comme jalons dans l'histoire universelle. Chacun peut surgir dans le spectacle afin de s'adonner publiquement, ou parfois pour s'être livré secrètement, à une activité complètement autre que la spécialité par laquelle il s'était d'abord fait connaître. Là où la possession d'un statut médiatique a pris une importance infiniment plus grande que la valeur de ce que l'on a été capable de faire réellement, il est normal que ce statut soit aisément transférable et confère le droit de briller de la même façon n'importe où ailleurs. Le plus souvent, ces particules médiatiques accélérées poursuivent leur simple carrière dans l'admirable statutairement garanti. Mais il arrive que la transition médiatique fasse la couverture entre beaucoup d'entreprises, officiellement indépendantes, mais en fait secrètement reliées par différents réseaux ad hoc. De sorte que, parfois, la division sociale du travail, ainsi que la solidarité couramment prévisible de son emploi, reparaissent sous des formes tout à fait nouvelles. Par exemple, on peut désormais publier un roman pour préparer un assassinat. Ces pittoresques exemples veulent dire aussi que l'on ne peut plus se fier à personne sur son métier. Mais l'ambition la plus haute du spectaculaire intégré, c'est encore que les agents secrets deviennent des révolutionnaires et que les révolutionnaires deviennent des agents secrets. La société modernisée jusqu'au stade du spectaculaire intégré se caractérise par l'effet combiné de 5 traits principaux qui sont le renouvellement technologique incessant, la fusion économico-étatique, le secret généralisé, le faux sans réplique, un présent perpétuel. Le mouvement d'innovation technologique dure depuis longtemps et il est constitutif de la société capitaliste, dite parfois industrielle ou post-industrielle. Mais depuis qu'il a pris sa plus récente accélération au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il renforce d'autant mieux l'autorité spectaculaire puisque, par lui, chacun se découvre entièrement livré à l'ensemble des spécialistes, à leurs calculs et à leur jugement toujours satisfait sur ces calculs. La fusion économico-étatique est la tendance la plus manifeste de ce siècle. Elle y est pour le moins devenue le moteur du développement économique le plus récent. L'alliance défensive et offensive conclue entre ces deux puissances, l'économie et l'État, leur a assuré les plus grands bénéfices communs dans tous les domaines. On peut dire de chacune qu'elle possède l'autre. Il est absurde de les opposer ou de distinguer leurs raisons et leurs déraisons. Cette union s'est aussi montrée extrêmement favorable au développement de la domination spectaculaire, qui précisément, dès sa formation, n'était pas grand-chose. Les 3 derniers traits sont les effets directs de cette domination à son stade intégré. Le secret généralisé se tient derrière le spectacle, comme le complément décisif de ce qu'il montre, et si l'on descend au fond des choses, comme sa plus importante opération. Le seul fait d'être désormais sans réplique a donné au faux une qualité toute nouvelle. C'est du même coup le vrai
qui a cessé d'exister presque partout, et dans le meilleur cas, s'est vu réduit à l'état d'une hypothèse qui ne peut jamais être démontrée. Le faux sans réplique a achevé de faire disparaître l'opinion publique, qui d'abord s'était trouvée incapable de se faire entendre, puis très vite, par la suite, de seulement se former. Cela entraîne évidemment d'importantes conséquences dans la politique, les sciences appliquées, la justice, la connaissance artistique. La construction d'un présent où la mode elle-même, de l'habillement au chanteur, s'est immobilisée, qui veut oublier le passé et qui ne donne plus l'impression de croire à un avenir, est obtenue par l'incessant passage circulaire de l'information, revenant à tout instant sur une liste très succincte des mêmes vétilles, annoncées passionnément comme d'importantes nouvelles. Alors que ne passent que rarement, et par brèves saccades, les nouvelles véritablement importantes sur ce qui change effectivement. Elles concentrent toujours la condamnation que ce monde semble avoir prononcée contre son existence, les étapes de son autodestruction programmée. La première intention de la domination spectaculaire était de faire disparaître la connaissance historique en général. Et d'abord, presque toutes les informations et tous les commentaires raisonnables sur le plus récent passé. Une si flagrante évidence n'a pas besoin d'être expliquée. Le spectaculaire organise avec maîtrise l'ignorance de ce qui advient et tout de suite après, l'oubli de ce qui a pu quand même en être connu. Le plus important est le plus caché. Rien, depuis 20 ans, n'a été découvert de tant de mensonges commandés que l'histoire de mai n'a été recouvert de tant de mensonges commandés que l'histoire de mai 68. D'utiles leçons ont pourtant été tirées de quelques études démystifiées sur ces journées et leurs origines, mais c'est le secret d'État. En France, il y a une dizaine d'années, un président de la République, oublié depuis mais flottant alors à la surface du spectacle, exprimait naïvement la joie qu'il ressentait, sachant que nous vivrons désormais dans un monde sans mémoire, où comme sur la surface de l'eau, l'image chasse indéfiniment l'image. C'est en effet commode pour qui est aux affaires, et c'est y rester. La fin de l'histoire est un plaisant repos pour tout pouvoir présent. Elle lui garantit absolument le succès de l'ensemble de ses entreprises, ou du moins le bruit du succès. Un pouvoir absolu supprime d'autant plus radicalement l'histoire qu'il a pour ce faire des intérêts ou des obligations plus impérieux, et surtout selon qu'il a trouvé de plus ou moins grandes facilités pratiques d'exécution. Qin Shi Huangdi a fait brûler les livres, mais il n'a pas réussi à les faire disparaître tous. Staline avait poussé plus loin la réalisation d'un tel projet dans notre siècle, mais malgré les complicités de toutes sortes, qu'il a pu trouver hors des frontières de son empire, il restait une vaste zone du monde inaccessible à sa police, où l'on riait de ses impostures. Le spectaculaire intégré a fait mieux, avec de très nouveaux procédés, et en opérant cette fois mondialement. L'ineptie qui se fait respecter partout, il n'est plus permis d'en rire. En tout cas, il est devenu impossible de faire savoir qu'on en rit. Le domaine de l'histoire était le mémorable, la totalité des événements dont les conséquences se manifesteraient longtemps. C'était inséparablement la connaissance qui devait durer et aiderait à comprendre, au moins partiellement, ce qu'il adviendrait de nouveau. Une acquisition pour toujours, disait Thucydide. Par là, l'histoire était la mesure d'une nouveauté véritable. Et qui vend la nouveauté a tout intérêt à faire disparaître le moyen de la mesurer. Quand l'important se fait socialement reconnaître comme ce qui est instantané, et va l'être encore l'instant d'après, autre et même, et que remplacera toujours une autre importance instantanée, on peut aussi bien dire que le moyen employé garantit une sorte d'éternité à cette non-importance qui parle si haut. Le précieux avantage que le spectacle a retiré de cette mise hors la loi de l'histoire, d'avoir déjà condamné toute l'histoire récente à passer à la clandestinité et d'avoir réussi à faire oublier très généralement l'esprit historique dans la société, c'est d'abord de couvrir sa propre histoire, le mouvement même de sa récente conquête du monde. Son pouvoir apparaît déjà familier comme s'il avait depuis toujours été là. Tous les usurpateurs ont voulu faire oublier
qu'ils viennent d'arriver. Avant la destruction de l'histoire, c'est l'événement contemporain lui-même qui s'éloigne aussitôt dans une distance fabuleuse, parmi ces récits invérifiables, ces statistiques incontrôlables, ces explications invraisemblables et ces raisonnements intenables. À toutes les sottises qui sont avancées spectaculairement, il n'y a jamais que des médiatiques qui pourraient répondre. Par quelques respectueuses rectifications ou remontrances, et encore en sont-ils avares, car, outre leur extrême ignorance, leur solidarité de métier et de cœur avec l'autorité générale du spectacle et avec la société qui l'exprime, leur fait un devoir et aussi un plaisir de ne jamais s'écarter de cette autorité dont la majesté ne doit pas être lésée. Il ne faut pas oublier que tout médiatique, et par salaire, et par autre récompense ou soulte, a toujours un maître, parfois plusieurs, et que tout médiatique se sait remplaçable. Tous les experts sont médiatiques étatiques, et ne sont reconnus experts que par là. Tout expert sert son maître, car chacune des anciennes possibilités d'indépendance a été peu à peu réduite à rien par les conditions d'organisation de la société présente. L'expert qui sert le mieux, c'est bien sûr l'expert qui ment. Ceux qui ont besoin de l'expert, ce sont pour des motifs différents le falsificateur et l'ignorant. Là où l'individu n'y reconnaît plus rien par lui-même, il sera formellement rassuré par l'expert. Il était auparavant normal qu'il y ait des experts de l'art des Étrusques, et ils étaient toujours compétents, car l'art étrusque n'est pas sur le marché. Mais par exemple, une époque qui trouve rentable de falsifier chimiquement nombre de vins célèbres ne pourra les vendre que si elle a formé des experts en vin qui entraîneront les caves à aimer leurs nouveaux parfums plus reconnaissables. Cervantes remarque que sous un mauvais manteau, on trouve souvent un bon buveur. Celui qui connaît le vin ignore souvent les règles de l'industrie nucléaire. Mais la domination spectaculaire estime que, puisqu'un expert s'est moqué de lui à propos d'industrie nucléaire, un autre expert pourra bien s'en moquer à propos du vin. Et on sait, par exemple, combien d'experts en météorologie médiatique, qui annoncent les températures ou les pluies prévues pour les 48 heures à venir, est tenu à beaucoup de réserve par l'obligation de maintenir des équilibres économiques, touristiques et régionaux, quand tant de gens circulent si souvent sur tant de routes, entre des lieux également désolés, de sorte qu'il y aura plutôt à réussir comme amuseur. Un aspect de la disparition de toute connaissance historique objective se manifeste à propos de n'importe quelle réputation personnelle, qui est devenue malléable et rectifiable à volonté par ceux qui contrôlent toute l'information, celle que l'on recueille et aussi celle bien différente que l'on diffuse. Ils ont donc toute licence pour falsifier. Car une évidence historique, dont on ne veut rien savoir dans le spectacle, n'est plus une évidence. Là où personne n'a plus que la renommée qui lui a été attribuée comme une faveur par la bienveillance d'une cour spectaculaire, la disgrâce peut suivre instantanément. Une notoriété anti-spectaculaire est devenue quelque chose d'extrêmement rare. Je suis moi-même l'un des derniers vivants à en posséder une, à n'en avoir jamais eu d'autre. Mais c'est aussi devenu extraordinairement suspect. La société s'est officiellement proclamée spectaculaire. Être connue en dehors des relations spectaculaires, cela équivaut déjà à être connu comme ennemi de la société. Il est permis de changer du tout au tout le passé de quelqu'un, de le modifier radicalement, de le recréer dans le style des procès de Moscou, et sans qu'il soit même nécessaire de recourir aux lourdeurs d'un procès. On peut tuer à moindre frais. Les faux témoins, peut-être maladroits, mais quelle capacité de sentir cette maladresse pourrait-elle rester aux spectateurs qui seront témoins des exploits de ces faux témoins? Et les faux documents, toujours excellents, ne peuvent manquer à ceux qui gouvernent le spectaculaire intégré ou à leurs amis. Il n'est donc plus possible de croire sur personne rien de ce qui n'a pas été connu par soi-même et directement. Mais, en fait, on n'a même plus très souvent besoin d'accuser faussement quelqu'un. Dès lors que l'on détient le mécanisme commandant la seule vérification sociale qui se fait pleinement et universellement reconnaître, on dit ce qu'on veut. Le mouvement de la démonstration spectaculaire se prouve simplement en marchant en rond, en revenant, en se répétant, en continuant d'affirmer sur l'unique terrain où réside désormais ce qui peut s'affirmer publiquement et se faire croire,
puisque c'est de cela seulement que tout le monde sera témoin. L'autorité spectaculaire peut également nier n'importe quoi, une fois, 3 fois, et dire qu'elle n'en parlera plus et parler d'autre chose. Sachant bien qu'elle ne risque plus aucune autre riposte sur son propre terrain, ni sur un autre. Car il n'existe plus d'agora, de communauté générale, ni même de communauté restreinte à des corps intermédiaires ou à des institutions autonomes, à des salons ou des cafés, aux travailleurs d'une seule entreprise. Nulle place où le débat sur les vérités qui concernent ceux qui sont là puisse s'affranchir durablement de l'écrasante présence du discours médiatique et des différentes forces organisées pour le relayer. Il n'existe plus maintenant de jugement, garantie relativement indépendant, de ceux qui constituaient le monde savant. De ceux, par exemple, qui, autrefois, plaçaient leur fierté dans une capacité de vérification, permettant d'approcher ce qu'on appelait l'histoire impartiale des faits, de croire au moins qu'elle méritait d'être connue. Il n'y a même plus de vérité bibliographique incontestable et les résumés informatisés des fiches des bibliothèques nationales pourront en supprimer d'autant mieux les traces. On s'égarerait en pensant à ce que furent naguère des magistrats, des médecins, des historiens et aux obligations impératives qu'ils se reconnaissaient, souvent dans les limites de leurs compétences. Les hommes ressemblent plus à leur temps qu'à leur père. Ce dont le spectacle peut cesser de parler pendant 3 jours est comme ce qui n'existe pas. Car il parle alors de quelque chose d'autre et c'est donc cela qui, dès lors, en somme, existe. Les conséquences pratiques, on le voit, en sont immenses. On croyait savoir que l'histoire était apparue en Grèce avec la démocratie. On peut vérifier qu'elle disparaît du monde avec elle. Il faut pourtant ajouter à cette liste des triomphes du pouvoir un résultat pour lui négatif. Un État dans la gestion duquel s'installe durablement un grand déficit de connaissances historiques ne peut plus être conduit stratégiquement.